Ok, Oui, oui. 3, J'espère que vous n'avez pas trop bafouillé. 2, 1. Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast de la Maison Bleue. Et pour inaugurer ce podcast, j'ai l'immense honneur d'être accueilli chez Émilie et David. Bonjour à vous deux et merci pour votre chaleureux accueil. Et je voulais qu'ils nous parlent de leur vie de parents quand il y a quelques années, vous avez eu 2 petites filles et nous exposer justement votre vie personnelle et professionnelle et comment vous avez pu allier ces 2 vies-là, entre guillemets, avec 2 petites filles. Et vous allez nous faire partager tout ça dans ce podcast. Donc, je vous remercie déjà pour l'accueil. Avec grand plaisir. Très bien. Donc, je souhaitais que vous nous parliez de votre expérience de parent, parce que vous avez eu 2 filles, et de savoir comment vous avez organisé votre vie professionnelle et personnelle. Parce que c'est pas évident, parce que vous allez nous parler de votre métier aussi, qui, surtout pour toi, David, qui est quand même très prenant et particulier. Et donc, pour exposer tout ce que vous avez pu passer là pendant ces dernières années et comment vous avez pu profiter de votre vie professionnelle et personnelle et surtout, quel mode de garde vous avez pu proposer à vos 2 enfants. Déjà, merci pour l'accueil. C'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi sur ce podcast. Alors moi, je m'appelle David, je suis un ancien judoka de haut niveau. Et du coup, quand j'ai eu mes filles avec Émilie, j'étais encore sportif de haut niveau en pleine carrière parce qu'on a été parents à 24 et 27 ans. À toi. En effet, on a été parents assez jeunes. Donc l'aînée, on l'a eu à 24 ans parce qu'on a le même âge, David et moi. Et la deuxième, on l'a eu à 27 ans. Et moi, j'étais encore étudiante à ce moment-là. David avait un métier, en tout cas, une activité professionnelle très prenante. Donc était peu disponible par rapport à un papa normal, j'ai envie de dire. Et en même temps, quand même très investi à l'arrivée des filles. Et donc moi, j'étais étudiante. Et donc, paradoxalement, c'est pas très compliqué d'être parent quand on est étudiant. Avec le recul, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Parce que j'étais en études supérieures. J'étais la seule dans ma promo à être jeune maman. Donc, après la naissance de Manon, puis de la deuxième. Et en fait, les profs étaient hyper bienveillants. Et si elle était malade ou si j'avais besoin d'un peu plus de temps pour rendre un devoir, je l'avais. Très bien. Et quand je suis entrée dans la vie active par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas le même rythme et que du coup, ça aurait été plus difficile, je pense, de devenir Manon à ce moment-là. Quand Manon est née, vous avez profité de ces premiers mois ensemble, bien sûr. Et quand est-ce que vous avez pris la décision de se dire il va falloir trouver un mode de garde pour Manon? Parce que David, il a une activité exigeante et il n'est pas toujours en France en plus. J'imagine qu'il voyageait beaucoup. Et toi, tu étais étudiante. Est-ce que tu t'es dit, je mets en stand-by mes études et je reprends après? Ou tu t'es dit, il y a assez de moyens maintenant en France de garde et je peux peut-être réfléchir à ce moyen-là. Comment est venue la discussion entre vous deux? Non, il y a eu peu de discussions parce que j'ai l'impression que tout s'est fait naturellement. Oui, on a été assez proactifs. Ouais, de toute façon, on savait qu'on avait tous les deux des rythmes qui faisaient qu'on ne pouvait pas garder un enfant toute la journée, qui fait qu'on trouve un moyen de garde. Oui. Moi, j'ai quand même trouvé la bonne solution de me laisser de me faire opérer quelques mois après l'arrivée de Manon, ce qui a aussi permis que je sois un petit peu plus à la maison à cette période-là. Oui. Mais déjà, avant même la naissance, on avait déjà jeté le dossier pour qu'on puisse avoir un mode de garde dans notre ville. Et ça s'est fait au final assez naturellement.
C'est ça, on s'est inscrit à la crèche, enfin, on l'a inscrit à la crèche avant la naissance. Oui. Et comme on était très jeunes, je pense qu'on avait un côté un peu scolaire, on voulait bien faire les choses. Donc on a été proactifs et on l'a inscrit à la crèche et on a eu la chance d'avoir une place. C'était une crèche gérée par la ville. Ouais. C'était pas du tout une crèche municipale. interentreprises. D'accord. Oui, parce que c'est pas évident d'avoir une place parce qu'il y a des commissions chaque année, il y a des sélections Exactement. faites par la mairie. Donc, et vous aviez un plan B si vous n'aviez pas eu de place en crèche ou pas? On avait anticipé et donc on avait contacté des assistantes maternelles. Oui. Alors la en fait, la «chance» qu'on avait entre guillemets, c'est que moi j'avais fait une pause pendant 1 an, entre la licence et le master, je crois, oui, et David a été blessé, donc on a passé les premiers mois avec Manon. Elle est née en janvier et donc la rentrée à la crèche était en septembre suivant. Donc en fait, c'était aussi pour ça qu'on s'orientait vers la crèche parce qu'on n'allait pas la laisser «trop petite» entre guillemets. Elle avait déjà plusieurs mois. Et on avait été visiter donc des maisons d'assistance maternelle qui nous avaient un peu refroidis. Ah, d'accord, très bien. Mais Et surtout que quand, le fait qu'elle soit née au mois de janvier, ça nous donnait, quand même un avantage pour les inscriptions parce qu'elle était, très en avance. Bah, elle faisait partie des premières inscrites pour pouvoir rentrer et bénéficier de ce mode de garde par rapport à la c'est vrai parce qu'en plus, il y a souvent des commissions, c'est pour les rentrées de septembre, fin Ouais. août. Donc, pour des familles qui ont des bébés qui naissent en novembre, des fois, ça peut être très, très long et donc il faut trouver une solution rapidement. Donc et en plus, vous l'avez gardé finalement, les 8 premiers mois Exactement. ont été des mois capitaux Mmh. pour son développement. Mmh. Ça devait être super important d'être présent et comment, lorsque vous avez fait, cette semaine, j'imagine comme partout ailleurs ou peut-être 2 semaines, de familiarisation avec la crèche, en la laissant petit à petit, progressivement, comment vous avez vécu ce moment-là? De séparation au fur et à mesure et un jour la laisser complètement en structure? Ah, vas-y. Moi, bah, ça n'a pas été quelque chose de forcément, difficile parce que, même si on l'emmenait, tout le temps, partout, peu importe notre planning, Mmh. on a accordé beaucoup d'importance pour qu'elle soit tout le temps, avec nous, même si on allait au restaurant le soir, voir des amis, pour qu'elle s'habitue aussi à voir du monde et du coup, je pense qu'elle, ça ne l'a pas dérangée, le passage à la crèche parce qu'elle avait l'habitude de voir du monde, était en contact avec, plein de gens et nous aussi, ça a été, un moment aussi pour commencer, à reprendre notre vie, d'avant, parents et de pas, forcément tout consacrer à ça. Après, ça a été une autre organisation, au niveau d'emploi du temps pour la déposer, la récupérer, mais ça, c'était encore, autre chose. Mmh. Ouais, c'est ça. D'un seul coup, ça structurait un peu tout avec des horaires, mais en fait, ça s'est hyper bien passé. Nous, on ignorait un peu tout, hein, des enfants parce que dans notre entourage, il y en avait pas. On était les premiers du groupe, d'amis, enfin quasiment, à avoir un enfant et on découvrait qu'il y avait une semaine d'adaptation et que on la mettait pas du jour au lendemain, toute la journée. Ça, c'était rassurant et comme tout s'est bien passé, qu'elle, elle a été très contente, on a vu qu'on l'a laissée dans un environnement assez, sécurisant, normé. Enfin nous, on n'avait pas de problème à la laisser et moi, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai adoré les 8 mois passés avec elle, mais j'étais pressée aussi de reprendre une vie, sociale, de retourner à mon activité, Je peux comprendre. Ah, il faut pas avoir honte Ouais. de ce sentiment-là, il dit, parce que beaucoup de mamans, on le voit nous aussi dans notre groupe, que elles le disent, elles ont besoin aussi d'une vie professionnelle et d'une vie aussi des fois de passer du bon temps avec des amis, avec des copines, des copains, et de penser un peu à elles, même si ça ne veut pas dire que l'enfant est oublié dans la journée, pas du tout. Et c'est plutôt rassurant ce que vous dites tous les 2 sur la 1re séparation, au sein de la crèche parce que là aussi on vit des fois des moments, difficiles quand on voit des familles qui sont tristes, des mamans qui pleurent, des papas aussi qui sont inquiets au bout d'une semaine de laisser leur enfant, tout seul parce qu'ils ont pris, il y a un attachement très fort et votre message est plutôt, positif et c'est plutôt rassurant parce qu'effectivement la structure d'accueil est là aussi pour assurer une continuité des soins auprès de votre enfant, de respecter son rythme et de vous appeler de toute façon quoi qu'il arrive et de réagir au moindre, petit événement. Donc, vous avez pris beaucoup de recul et ça c'est chouette et c'est ça. Mais un climat de confiance aussi avec le personnel d'ailleurs et les familles. et puis Et la voir elle,
bien dans cet Oui. environnement-là, nous, ça nous... C'est le seul. Eli, ça a été beaucoup plus compliqué pour l'entrée au collège de Bessac. C'est vrai? Ah, et c'est complètement Oui, différent. oui, là, je pleurais, j'étais au premier d'état, alors que Ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, pardon. C'est pas, je suis pas ça, elle était là. c'est très drôle. Oui, 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 bien sûr. Et donc, elle est restée 3 ans, Manon, dans la même crèche. Très bien. Est arrivé Maïwen après, quelques temps après. Enfin, est-ce que Manon sortait de la crèche et que t'étais déjà à l'école, ou elle avait encore pas tout à fait fini la crèche que Maïwen naissait? Non, du coup, Manon est restée 2 ans, En fait, à peine 2 ans. elle est restée à peine. Ouais, elle est restée 2 ans. 2 années scolaires pleines. D'accord. À ça, elle est entrée en toute petite section Ok. à l'école parce que comme elle était du mois de janvier, qu'elle était déjà propre, qu'elle faisait plus la sieste, en fait, on a été voir avec une école qui avait une section de toute petite section Très bien. pour qu'elle puisse y rentrer. Et Maïwen est arrivée un petit peu plus tard et à la crèche. Parce que Maïwen, ça a été le même scénario. Elle est née en début d'année, et donc on l'a gardée pendant quasiment 8 mois, et elle est rentrée en septembre d'après. Et pareil, toujours par le biais de la mairie. Oui, mais dans une autre crèche municipale, parce qu'on avait déménagé entre-temps. On était toujours dans la même ville, mais une Dans la autre, même ville. Ok. autre crèche. Et là, pareil, la chance qui vous sourit, parce que avoir une place en crèche, c'est précieux, hein, on le sait. Et donc, rebelote, vous avez passé 8 mois. Alors là, vous étiez plus présent ou finalement, vous étiez beaucoup moins présent qu'avec Manon sur ces 8 premiers mois parce que vous aviez une vie beaucoup plus trépidante, ou c'était à peu près pareil? Alors moi, les 8 premiers mois, j'étais beaucoup plus absent. Oui. Alors, j'ai raté un tournoi quand même parce elle venait de naître et il y a eu des petites complications, donc je suis pas parti en tournoi. Mais très rapidement après, je suis parti en tournoi et en plus comme c'était l'une de mes plus grosses saisons, j'ai quasiment pas été là jusqu'au 1 an et demi. J'étais très absent et après je me suis blessé, donc du coup j'ai rattrapé un peu ce temps-là. Mais pour les deux, j'ai essayé de me blesser pour garder 6-8 mois avec ma fille. Mais on le suivait quand même. Maïwen avait 6 mois, on a été au Brésil le suivre. C'était ça mes de questions, six- parce que toi, David, quand même d'être loin de la maison d'Émilie et tes 2 filles, est-ce que, alors en plus, te concentrer pour des compétitions, c'est pas évident. Donc, et tu avais quand même aussi un peu l'esprit, j'imagine, vers Émilie et tes 2 filles. Donc, vous connectiez souvent, vous faisiez des visios pour vous voir, pour échanger, j'imagine, quotidiennement. Oui, on essaie de savoir régulièrement et le but c'est de pouvoir échanger, qu'elles entendent ma voix, surtout à cet âge-là. C'est important de pouvoir garder le contact, mais mes filles m'ont fait savoir à plusieurs reprises qu'elles n'étaient pas C'est ce que contentes j'allais dire. que je parte. Une fois, je me rappelle, je rentre, c'était Manon, je rentre d'un stage et elle était petite, elle avait moins d'1 an et elle était dans son lit et j'arrive. Je veux prendre dans mes bras, elle me regarde comme ça, et puis elle tourne la tête comme si je n'existais pas. Elle était fâchée que je sois parti, elle m'a ignoré. Ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très mal au cœur. Mais, et puis d'autres fois, quand elle voyait que je commençais à préparer mon sac, elle s'asseyait dessus, pour pas, parce qu'elle savait qu'il allait partir en stage de judo. Mais après, c'est aussi, on sait que ça dure qu'un temps, que on essaye de les emmener avec nous, avec moi quand je peux. Elles sont venues quelques fois en stage. Ma plus grande, elle a même passé un stage avec moi complètement pendant 2-3 jours. Elle est restée avec moi quand j'avais été en stage au Uruguay. Donc on a essayé quand même de faire ça. C'était pareil, j'étais plus jeune. Moi, j'étais l'un des premiers athlètes à avoir un enfant avec qui j'étais quand même assez fusionnel. Donc je cassais un petit peu les codes des autres athlètes qui n'avaient pas d'enfants et qui n'étaient pas, ou alors qui n'étaient pas forcément très proches. Et du coup, elles étaient souvent là. Et après, ça s'est un peu démocratisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et d'athlètes qui ont cassé les codes justement pour avoir leur enfant quasi systématiquement. Et encore plus chez les femmes. Et en fait, le judo, ça a fait partie de leur quotidien depuis qu'elles sont nées. Et donc, elles ont un peu banalisé ça, quoi. C'était normal que papa parte, soit souvent absent. Si bien que moi, j'ai une anecdote marrante. Un jour, c'était une compétition par équipe, je crois, les championnats d'Europe. La France gagne. Donc, nous, on regarde à la télé. Et donc, on regarde jusqu'à la fin, jusqu'à la remise de médaille, où on est là avec les filles. Regardez, c'est papa à la télé.
Ouais, mais non, on préférerait regarder un dessin animé. En fait, c'était tellement normal pour elles, le judo, que c'était pas incroyable ce qui se passait, alors que si, elles s'en sont rendues Bien compte plus sûr, tard, plus mais tard. elles ont un peu banalisé la vie de leur père, je pense. Et Tellement ça toi, faisait partie de... Émilie, toute seule, avec tes deux filles à gérer le quotidien, comment tu as pu justement le gérer, ce quotidien, plus facilement et que ça soit pas trop contraignant? Bah, c'était un peu sport les semaines où il était pas là, parce que mais comme, plein de parents célibataires, tu déposes à la crèche le matin, il faut repartir tôt pour aller le chercher. Ouais. On avait trouvé un relais, d'une super baby-sitter qui était en fait une assistante, maternelle de la crèche, qui avait tissé une relation, particulière avec Manon et qui voulait bien s'occuper d'elle le soir parfois. Donc ça, c'était une aide qu'on avait qui était quand même assez précieuse. Mais voilà, en effet, les semaines où il était pas là, c'était un peu sport et en même temps, bah, comme j'étais étudiante, c'était, c'était plus simple, je pense, que si j'avais été dans la vie active à ce Oui, moment-là. oui, je pense. Moins fatigant. Oui, certainement et peut-être, il y avait peut-être plus de tolérance Ouais. de la part de ton école pour dire: «Bah, oui, votre Mmh. enfant est malade», que des fois un employeur, ça peut être compliqué. Mmh. Ils ne comprennent pas forcément que Exactement, ou ouais. absence Ouais. pour enfant malade, des fois, Ouais. ça peut être un peu, touchy Mmh. et oui, je peux comprendre et vos filles, elles ont quel âge maintenant aujourd'hui? Bah, la grande, elle a eu 15 et la petite va avoir 12 dans quelques jours. Donc, le temps avance et la grande est rentrée au lycée, la petite au collège. Mmh. Donc, il y a pas mal aussi de changements et de bouleversements finalement. Est-ce que vous avez gardé des liens avec des personnes qui étaient, en crèche ou des familles que vous auriez pu rencontrer qui sont devenues des amis? Alors, bah, avec cette, fameuse, on dit assistante Assistante maternelle? maternelle. Ou pas? Qui travaillait à la Oui, crèche? Donc qui une s'occupait une auxiliaire petite enfance? voilà. On est restés en lien, plusieurs années, on est toujours en lien, on s'écrit, régulièrement. Trop bien. Mais Les familles, il y a eu un petit peu, mais après ça a duré un petit peu. Après, en fait, comme nous, on a oui. déménagé et on était dans le 91, maintenant on est dans le 94. Ça a quand même beaucoup, séparé, nous a mis de distance et du coup coupé les liens parce qu'on les voyait de temps en temps et Ouais. mais on n'a pas noué de gros Non, liens d'amitié avec, les gens qui étaient à la crèche. non, c'est vrai. On a plein de souvenirs. On a plein de beaux souvenirs, d'autres un peu moins sympas, mais Alors, ça fait on va parler d'un beau souvenir, d'un souvenir un peu moins sympa. C'est intéressant parce que ce podcast, je le rappelle, c'est un podcast sur la parentalité, donc c'est pour le diffuser un maximum, alors auprès de professionnels qui travaillent en crèche, auprès de professionnels qui n'ont pas encore l'idée de travailler en crèche, qui font leurs études et cetera et aussi dédié aux familles, à des familles qui ont, comme vous, vécu, cette expérience et Mmh. d'autres qui ne l'ont toujours pas vécue. Mmh. Et donc, alors, faut sans, faire peur, hein, sur des événements qui peuvent arriver en crèche, mais la crèche est un lieu joyeux et plein de comment j'allais dire? De moments, d'activité. Il y a des moments, des fois, un peu plus difficiles, ce qui est normal, on travaille avec l'humain. Mmh. Mais vous, quel serait le souvenir quand même le plus, merveilleux que vous gardez, de ces années en crèche? Bah, bon, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est la réalité, hein. C'est ce qui m'a beaucoup marquée j'ai vu les bénéfices très vite et toute leur vie. C'est la vie en collectivité, c'est la transition parfaite entre, la maison et l'école et c'est vrai que les 2 se sont très, très bien intégrés à l'école parce elles avaient évolué avec d'autres enfants du même âge, avec, du personnel et donc ça, c'est vrai que c'était chouette. En plus, comme elles avaient été beaucoup malades pendant la crèche parce qu'elles avaient chopé tout ce qui est Ah, c'est peut-être possible. ça le côté un peu, compliqué? Non, Non, ça parce Non. qu'on se disait que ça faisait partie de la vie et c'est vrai qu'arrivées à l'école, ben, elles avaient un système immunitaire au top parce Bah, qu'elles avaient tout chopé avant et sans rien de grave, hein. ouais, et comme on disait, on avait, moi, même en tant que judoka, en fait, quand j'étais là, quand, il y avait mon quotidien et que je m'entraînais, bah, si un jour il fallait qu'Émilie, si elle avait des impératifs, au niveau scolaire, bah, et que une de mes filles était malade, bah, c'est moi qui restais à la maison. Il y avait pas de souci non plus, par rapport à ça. Donc non, en fait, franchement, le quotidien, malade, pas malade, ça allait. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous diriez à des familles qui souhaitent mettre leur enfant, dans une structure, petite enfance? Qu'est-ce que vous leur donneriez? Soit comme conseil ou des petites choses pour les rassurer?
Bah, comme conseil, c'est de faire aussi comme nous on a fait, de faire les bons élèves, donc de quand même bien anticiper à la possibilité d'avoir une place en crèche et d'être proactif à tous ces niveaux. Parce que nous, du coup, déjà, au début de la rentrée d'avant, on avait déjà commencé les démarches pour la rentrée d'après. Oui. Donc, ça nous permettait de pouvoir anticiper et de valider aussi une place. Parce que sur une place en crèche municipale, les places sont très chères. Donc, il faut être les premiers sur la liste pour être sûr de pouvoir avoir une place. Et après, sur les autres types de crèches, c'est pareil, d'être proactif parce que de plus en plus de personnes se tournent vers les crèches privées parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en crèche municipale. Donc, c'est de faire ça. Et moi, je trouve que c'est bien d'être en crèche pour les enfants parce que, comme on disait, ça leur fait une bonne transition pour l'école. Ça leur permet d'être toujours avec du public. Je trouve que c'est encore mieux pour les enfants uniques parce qu'on a le cas de certains copains qui ont des enfants uniques et qui n'ont pas été à la crèche. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire comprendre à un enfant que en fait, c'est pas lui le centre du monde. Pourtant, il l'a été auprès de leurs parents pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Donc je pense que pour les enfants uniques, c'est encore plus bénéfique que pour les autres. Et nous, notre première au début, c'était une fille unique, donc c'était bien qu'elle y aille. Mmh. Ouais. Moi, je leur dirais de faire confiance aussi, au personnel. Hormis, des faits divers, qui sont heureusement très rares, Oui. c'est quand même des personnes qui font ce métier-là par, passion et il y a un cadre, je trouve, qui est vachement rassurant. On sait, ce qu'ils vont manger, on sait que des personnes bienveillantes vont s'occuper d'eux donc c'est dur à faire parce que c'est ce qu'on a de plus précieux au monde mais faire confiance en le laissant parce que je pense que si on le fait sans être, serein, l'enfant va le ressentir. Oui. Et voilà, c'est peut-être aussi ça, de voir son papa ou sa maman pleurer ou être un peu stressé, l'enfant va se dire un peu comme la rentrée à l'école, hein, «Est-ce que vraiment c'est un environnement qui est bien pour moi?» Je pense que c'est légitime de se poser la question même quand on est bébé. Et après, le deuxième conseil, c'est mais ça, je pense que les parents le font naturellement, mais c'est d'être à l'écoute aussi de son enfant, même quand il ne sait pas encore, s'exprimer. Mais je pense qu'il y a des comportements qui peuvent, laisser paraître des choses. Nous, on a vu à travers leur comportement que ça se passait bien, qu'elles avaient l'air d'être heureuses dans cet environnement-là. Mais c'est pas le cas pour tous les enfants, je pense. Il y a des enfants qui n'arrivent pas tout de suite à être bien à la collectivité. Et donc, quand on est face à son enfant qui dort moins bien ou qui mange plus trop, peut-être que ça peut être des signes qui montrent qu'il y a un problème. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et en plus, les professionnels travaillent là-dessus aussi. C'est-à-dire toujours pour observer l'enfant, c'est capital, et surtout comprendre leurs émotions. Un enfant qui pleure, pourquoi il pleure? C'est pas pour embêter, il y a forcément toujours une raison. Pourquoi un enfant semble triste? Pourquoi il a moins d'appétit? Tout ce que tu disais. Alors ça peut être lié à la crèche, ça peut être lié à plein d'autres choses, ça peut être quelque chose lié au sein de la famille aussi, une histoire qu'on ne sait pas forcément, mais c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer pour justement qu'il puisse être plus à son aise et profiter de ses journées en crèche. Journées sur lesquelles, je rappelle, on ne fait pas que jouer. On fait aussi plein d'autres choses. On passe du temps à observer, on passe du temps à échanger avec les enfants. C'est du jeu, certes, mais c'est des moments aussi très, très riches d'échanges avec les professionnels. Et c'est un métier qui est captivant, intéressant et qui permet aussi de travailler sur la psychologie, finalement, et d'être à l'écoute des familles et de l'enfant et d'être entre collègues même, je dirais. Moi, j'ai encore deux petites questions et après, on aura fini cette petite interview. La première, c'est est-ce que vous avez envie de nous faire partager un souvenir à vous d'enfance, à vous proprement dit, ou un objet que vous voudriez nous montrer qui évoque pour vous l'enfance ou c'est trop intime, c'est trop compliqué. Dans ce cas-là, moi, j'insiste pas et je passe à autre chose. Un souvenir, moi j'ai eu une très belle enfance, hein, en plus, j'ai eu la chance que ma maman ne travaille pas, sur toutes les premières années de notre vie, même, quand on est rentré à l'école, elle travaillait toujours pas, pour s'occuper de nous. Donc moi, j'ai découvert la collectivité assez tard, hein, enfin assez tard en rentrant à l'école, quoi. Mais ça s'est quand même très bien passé. Ah oui. Et si en fait, c'est ça, c'est qu'elle avait tu rigoles pourquoi? C'est ça s'est pas bien passé? Parce que en tout cas, si, mes parents avaient quand même fait en sorte que je connaisse un petit peu la collectivité en m'emmenant parfois à la garderie.
Donc j'allais Ouais. quelques après-midi et donc je faisais darderie d'ailleurs. C'est resté Darderie. darderie. Et ça se passait bien? Ouais, moi j'ai Des ouais, souvenirs? c'est pas, je sais pas si c'est des souvenirs ou parce qu'on le raconte, mais c'est un endroit où on jouait, où il y avait d'autres enfants. Je pense que ça me plaisait, ouais. Mmh. Et toi, David? Bah, moi, j'ai aucun souvenir des 6 premières années de ma vie, je pense. Ouais, David a eu une enfance Donc un c'est peu que des compliquée, ouais. ouais, C'est peut-être pour ça qu'il avait à cœur d'être un bon papa. peut-être. Et alors, je comprends Mais tout à fait, mais quel objet, ferait référence à l'enfance, d'après toi? moi j'en ai un, mais David veut pas que je le sorte. C'est Chiffon. Tu peux Moi Chiffon, il s'appelle Chiffon, C'est qui? c'est mon doudou de quand j'étais petite, c'est un Tu doudou as encore ton chiffon. doudou? Bah non, non, il me l'a confisqué. Il me l'a confisqué. il y a des chiffons partout dans la maison. Ouais, c'est un chiffon en gaze de coton. Ah ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand on s'est connus, je l'avais encore, mais il était jaloux de Chiffon. Mais c'est intéressant que ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup du doudou en crèche et l'intérêt de que l'enfant ait ce doudou en permanence et à disposition dans nos structures parce que, il a besoin des fois d'avoir juste un moment à lui, Mmh. de se poser comme nous des fois on Mmh. a besoin dans la journée, on est en forme qui est des fois on a envie d'être bien donc, Mmh. on va aller boire un café, on va rêvasser, c'est un peu nos doudous à Oui. nous. Mais ils ont besoin des doudous et il faut aussi faire passer le message que des fois les familles elles veulent que le doudou soit uniquement lié, à l'accompagnement à la sieste, mais il Ouais. fait partie complète de la journée d'un enfant et de toute façon, il arrivera à s'en détacher ou trouver j'allais dire, un objet complémentaire pour plus tard, mais c'est utile pour lui, juste pour Mmh. l'apaiser et le rassurer. Mmh. Oui, mais je trouvais qu'à 20 ans, c'était quand même pas mal de se détacher de son doudou. Non, mais bien sûr. Non, alors par contre, pour faire le lien avec ça, c'est un sujet intéressant. Nous, le doudou, c'était pas vraiment réglementé, mais elles étaient plutôt assez Mais franchement, détachées. le doudou, Mais c'est pas la tétine, ça a été très réglementé. ouais. Nous, on voulait pas que ça sorte Ouais. du lit, qu'elle parle avec, Mmh. et très tôt d'ailleurs, elles s'en sont Et à la détachées. crèche, jamais elle sollicitait pour av elle prenait pas les parce qu'il y a des enfants Comme qui adorent ça. prendre les tétines des autres et se les mettre dans la bouche. Non, en fait, assez rapidement, elles ont compris que la tétine, c'était pour trouver le sommeil, que la tétine, c'était un moment du dodo et on a fait pour toutes les 2 le deal, c'était à quoi? 3 ans? 2 ans? Ouais, 3 ans? À 3 ans de donner la tétine au Père Noël pour avoir plus de cadeaux ça a et bien les marché. 2 ont joué le jeu c'était surtout pour l'apprentissage de la langue. Moi, je vois encore beaucoup d'enfants qui parlent avec la Tétine tétine dans la bouche. et en fait, les premières choses qu'on a dit à nos enfants quand elles ont commencé à parler et quand elles ont parlé les premières fois avec la tétine, c'était: «Moi, tant que tu as la tétine, je Je comprends comprends pas» pas. et en fait, c'est rentré un peu comme dans un jeu et si moi, on leur disait: «Ah, je comprends pas avec la tétine», elles on tirait, elles en parlaient, elles ont pris rapidement l'habitude de: «Bah, quand je parle, je mets pas la tétine, sinon mes parents, ils comprennent pas» Mmh. Très et en fait, de ça, il y a eu, Ça se fait naturellement. Oui, c'est ça. Ouais, après, pour les doudous, c'était un peu moins simple, hein. Elle va me détester, non, mais mais les doudous, la grande, elle a toujours ses doudous. Parce qu'on lui en avait acheté on l'avait acheté en double pour qu'elle en ait au cas où elle en perde un, mais en fait, elle garde les 2. Et là, aujourd'hui, à 15 ans, elle est en internat, elle est partie en sport-études et donc elle est partie avec ses doudous. Mmh. Bah oui, mais moi, en tout cas, moi, ça me choque pas, en fait. On peut avoir à tout âge besoin d'un objet transitionnel et d'un objet sécurisant. Donc, il y en a, ça va être une peluche, un doudou et tout, ça va être vraiment un livre, une musique, par exemple, un CD qu'on aime bien. Ouais, Pour moi, ce sont des doudous. Donc, ouais. évidemment, on a nos doudous jusqu'à la fin de nos jours. Moi, je pense qu'on a différentes formes de doudous, mais on les a. Ma dernière question. Pour vous, en quelques mots, être parent, c'est quoi? Alors ça peut faire vous avez pas 4 heures, hein, pour me faire le détail, mais pour moi, travail à plein temps. travail En quelques mots, c'est un travail à plein temps. Ouais, c'est un C'est un travail passion. mais oui, oui, mais c'est un bonheur, incroyable, moi enfin, nous, on est devenus parents jeunes, c'était pas prévu et pourtant, c'était un énorme bonheur. C'est plein d'amour, nous, on est très unis tous les 4. C'était prévu. Après à l'instant où c'est arrivé, on a peut-être mis un petit peu plus de temps pour, le temps de faire les études, de finir les études et tout, mais c'était prévu Oui, dans on l'année qui arrivait, quoi. on se projetait, dans notre rôle de parents. Mais, en tout cas, c'est vrai que parfois, on avait tendance à se dire: «Ah c'est bon, on a passé le plus dur, elle commence à être autonome, ça va être sympa» et en fait, plus les enfants grandissent,
plus c'est proportionnel au problème qu'on rencontre, hein. C'est vrai. Mais moi, ce que je trouve chouette dans ce que vous avez dit là, il faut quand même avoir une complicité dans le couple et communiquer et de se poser les questions. Et pas juste. Alors, et après, ça dépend des couples. Il y a des couples qui sont un peu. Bon, on verra comment ça se passera. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez beaucoup échangé et pas planifié, mais organisé des choses pour justement peut-être vous rassurer d'ailleurs et pour que ça soit plus simple par la suite. Je me trompe ou Non. Bah, on a la chance d'être plutôt, raccord sur, notre vision, Ouais. de l'éducation. Donc déjà, ça facilite quand même beaucoup de choses, parce que quand on a un couple qui est même s'il est uni, s'ils ont une vision complètement opposée de l'éducation, ça pose des problèmes et on est parti du principe que, à partir du moment où il y en a un qui avait dit quelque chose, l'autre n'allait jamais, aller, à l'encontre, pour être complémentaire et qu'on soit sûr que s'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre aille dans le même sens et après en off, on en discute, on se met d'accord On est et parfois pas d'accord d'ailleurs, hein. d'ailleurs. Mais le but, c'est devant les enfants, qu'on ait, tout le temps le même discours pour aller dans le même sens, parce que sinon ils comprennent très vite. Ils jouent avec l'un, après avec l'autre et en fait, là-dessus, on a essayé d'être, vraiment, forts et unis là-dessus, même si au début, des fois, on n'est pas d'accord. Devant les enfants, en tout cas, on dit oui, après on en rediscute, pour voir comment on avance sur la suite et mais l'éducation et être parent, bah, ça s'apprend, on fait des erreurs, on avance, c'est un travail de tous les jours, c'est une façon d'être aussi donc à partir du moment où, on a envie et on donne, beaucoup d'amour, je pense que ça vient naturellement. Donc c'est plus dans ce sens-là où j'irais, pour, donner un conseil et dire ce que c'est le métier de parent, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute et de l'envie de transmettre. Mmh. Et puis, moi, je dis beaucoup ça à mes copines qui deviennent mamans en ce moment parce que du coup, ça arrive pas mal. C'est compliqué les premières années et franchement, on est tous passés par des moments compliqués, fatigants et cetera et je pense que même un couple très solide, vit une petite crise à l'arrivée d'un enfant et je pense que faut pas en avoir honte et en tout cas, le couple qui me dit que tout s'est super bien passé, qu'ils sont restés unis tous les jours, sans jamais s'engueuler, j'en doute un peu. bien. Bah, en tout cas, je vous remercie pour ce moment vraiment trop sympathique. C'est très Je vous remercie pourquoi? Parce que il y a de la tendresse dans ce que vous dites, la passion, la complicité, beaucoup d'humour. Vous avez été très honnête et dire les choses comment vous les ressentiez. Et moi, ça me touche beaucoup. J'ai été très touché par ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Donc, merci encore pour votre accueil, pour votre disponibilité, parce que c'était pas évident de trouver un moment pour pouvoir évoquer ça et surtout de vous exposer quand même comme ça pour évoquer des moments un peu intimes finalement. Donc merci beaucoup et je voudrais remercier également toute l'équipe qui était avec moi aujourd'hui pour ce bon moment. Ciao. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.